Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque semaine ravi de vous retrouver pour aujourd'hui le 67e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors cette semaine fut marquée par un temps de rencontres entre ambassadeurs, ceux du magasin Running Conseil Orléans dont je fais partie. Pascal et son épouse auraient souhaité, pendant l'année écoulée, organiser ce type de sortie, de petits footings entre ambassadeurs, mais le Covid nous en a empêchés. Donc c'était l'occasion d'aller à la rencontre d'invités tels que Laurane, Nicolas, Mickaël ou encore Corentin, qui étaient présents ce dimanche sous une pluie battante, sortie malgré tout bien agréable pour pouvoir échanger, parce que ce qu'on aime dans la course à pied, c'est ce côté social de pouvoir échanger avec des camarades et pouvoir justement raconter nos anecdotes. Donc on avait plein de choses à se raconter, c'était vraiment un moment sympathique. Alors, autre moment sympathique, c'est ce petit commentaire que j'ai reçu donc la semaine passée par Flavio, qui nous dit « Un podcast parfait pour accompagner mes sorties. Super podcast running qui traite bon nombre de sujets running avec spontanéité et authenticité. J'adore. » Alors Flavio, petit clin d'œil, je te remercie pour ce commentaire qui me pousse à vous inciter à en laisser encore plus, de façon à ce que le podcast soit de plus en plus visible. Alors moi je vous attends également sur les réseaux, Facebook, Instagram, vous les connaissez, partagez vos épisodes en sortie, identifiez-moi à côté de mes pompes. Le podcast, vous le trouverez assez facilement. Et pour moi, je serai ravi de pouvoir les repartager. Alors, mon invité du jour est un spécialiste du marathon. Il est en effet à l'aise sur cette distance avec des chronos, vous allez le voir, époustouflants. Et je dirais même, pour faire une comparaison viticole, car je sais de sources sûres qu'il apprécie le vin, qu'il se bonifie avec l'âge. J'ai eu l'immense plaisir d'accueillir sur le podcast François Olzerny, enseignant en mathématiques dans la région niçoise, donc un collègue que l'on surnomme Marathonman. François a en effet couru des dizaines de marathons avec une particularité, celle du chrono. En effet, à l'arrivée, il se situe quasiment à chaque fois sous les 2h30. À l'aise également en trail, François a remporté une des courses mythiques sur le trail des Templiers et il va nous apporter dans cet épisode son regard et ses précieux conseils à quelques jours d'un grand rendez-vous pour certains d'entre vous, à savoir le Marathon de Paris. Un grand merci François pour ta disponibilité lors de notre enregistrement sur une journée off dans ton emploi du temps. Le jeudi, c'est sacré semble-t-il. Merci également à Benoît, ton frère, mais aussi à Franck et Stéphane, des invités du podcast, pour leurs précieuses anecdotes en off. Je vous laisse donc en compagnie de François Olzerny, enseignant, coureur et marathonien de talent pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonjour François, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, après avoir accueilli Benoît, ton frère, l'année dernière, c'est toi qui vas avoir l'honneur de passer à l'interview du podcast À côté de mes pompes. Je vais te laisser te présenter, mais d'abord, comment vas-tu en ce jeudi qui, je sais que traditionnellement, c'est un jour off pour toi? Alors, moi, là, je suis plutôt satisfait de ma journée. J'ai fait une belle sortie ce matin, donc jeudi, je travaille pas, bien sûr. Et donc, belle sortie ce matin, un bon tempo sur le pré de Levins, avec des sensations assez sympas. Ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas couru si vite. Du coup, impeccable, et ça me redonne des petites idées pour la suite de compète à venir. Alors, je vais te laisser te présenter pour les auditeurs. Je suis professeur, j'ai 50 ans bientôt, là, dans 2 mois. Et je suis je cours depuis l'âge de 18-20 ans, on va dire sérieusement, depuis 20-21 ans. J'aurais commencé en espoir. Et en junior, j'ai fait quelques compétitions de demi-fond court. Et donc voilà, et ensuite je me suis lancé après avoir rencontré un entraîneur qui m'a mis en selle et bien motivé. Et en dehors de ma vie sportive, je suis enseignant en mathématiques en collège sur Nice. Voilà, et j'habite un petit peu dans l'arrière-pays, à une quinzaine de kilomètres de Nice, proche de la nature, dans les collines. Donc un cadre idéal, une météo souvent clémente, donc propice
pour s'entraîner correctement. Alors, on verra tout à l'heure quels sont tes terrains de jeu préférés. Est-ce que tu affectionnes le bitume ou plutôt ce côté trail avec l'environnement qui entoure ton habitation? On y reviendra juste après. Est-ce que tu peux revenir, François, sur ton enfance avec Benoît? Comment vous viviez quand vous étiez jeunes enfants en culotte courte? Est-ce que le sport était déjà au cœur de votre emploi du temps? Alors, en culotte courte, pas tant que ça. J'ai un autre frère qui est intercalé entre moi et Benoît, qui est maintenant triathlète et qui a commencé la natation très tôt et de manière assez intensive. Lui à l'âge de 7 ans, moi à ce moment-là j'avais 10 ans, 9-10 ans. Et on était sportifs mais disons plutôt, on avait des parents qui étaient pas dans le sport compétition, mais qui nous faisaient vivre dehors. En fait, on allait beaucoup marcher en nature, taper le ballon euh, le week-end, et, mais sans être des stacanoviste non plus. Ensuite, on a eu la chance d'avoir une maison de famille à Josier, près de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence, où on a passé la plupart de nos vacances, ce qui, tout cumulé, revenait peut-être à 2 mois par an. Donc ça, c'était peut-être ce qui nous a permis de nous lancer le moment venu. En fait, ça nous a donné un certain goût de l'effort parce qu'on randonnait beaucoup. Et puis après, on avait des jeux avec mes deux frères qui étaient, et puis mes cousins aussi, qu'on croisait parfois, qui étaient ceux des gamins de notre âge. On se chronométrait pour le tour du jardin. On faisait des petits Jeux olympiques dans le jardin. C'était, voilà, on est sans être inscrit en club, à part mon frère nageur, comme je l'ai dit. On était quand même assez attirés par tout ce qui était discipline sportive. On était à l'UNSS au collège. On a fait tous les crosses scolaires, etc. Et puis ça c'est venu plus tard, voilà. Mais on n'était pas des débutants en sport non plus, ni même en demi-fond. On connaissait un peu la compétition. Alors, est-ce qu'il y avait une rivalité entre toi et Benoît et ton autre frère? Jeune, non, enfin non, il n'y en a jamais eu réellement. Après, j'ai couru contre Benoît, donc c'était un adversaire, pas comme les autres, mais c'était un adversaire. Une fois qu'on était parti en course, moi, disons que assez rapidement, il était meilleur que moi, en tout cas sur des courtes distances, très nettement. Et j'ai tiré mon épingle du jeu sur marathon, mais sans doute qu'il s'y est pas mis aussi sérieusement que je l'ai fait. Donc voilà, c'était une satisfaction pour moi quand même quand j'arrivais à le devancer sur marathon, parce que ça restait une référence, mon petit frère quand même. Donc voilà. Après, mon frère Christophe, lui, c'était vraiment un nageur et puis plus tard cycliste. Alors autant avec Benoît, il y avait, enfin, on était vraiment assez complices parce que on a commencé ça ensemble, et puis il a un caractère qui est assez taquin, et puis donc on se chambrait beaucoup, et ça, autant mon autre frère est un caractère plus difficile, voilà, il est assez mauvais joueur, et je me rappelle voilà, qu'on pouvait pas faire une partie de ping-pong en comptant les points avec lui, quoi, alors qu'avec Benoît ça passait tout seul. Voilà. Mais en dehors de ça, voilà, à part cet aspect mauvais caractère, on a fait énormément de sorties ensemble, même tous les trois, hein, parce que le troisième a quand même déjà couru un marathon en 2h45, hein, il me semble, hein, donc c'est pas un petit coureur non plus. Voilà. Alors, Benoît me disait justement que vous échangiez vos paires de pointes sur les compétitions parce que vous n'étiez pas dans la même catégorie. Donc, Benoît prenait les pointes et il te les passait pour que tu puisses concourir sur les courses suivantes. Ouais, ça c'est vrai. Disons que la première année, on découvrait un peu, donc on était moyennement équipés. Moi, je me rappelle que je courais, enfin par rapport à ce qu'on connaît maintenant, hein, j'avais un short de entraînement, en tout cas un maillot de bain, quoi, long, une sorte de surfeur, on va dire, et un polo. Voilà, je me rappelle avoir fait des footings dans cette tenue, et puis progressivement, euh, on a on a acheté la panoplie, mais ça s'est pas fait tout de suite. L'hiver, on courait. En fait, on est dans une région où c'est assez sec quand même, et du coup, les pointes s'imposent pas forcément en cross. Et du coup, moi, j'ai acheté une paire de pointes euh, parce que j'ai dû en avoir besoin à une occasion.
et parce que j'avais déjà couru en junior sur piste, donc en fait j'avais cette paire de pointes, je crois. Puis Benoît s'est mis à courir vers 15 ans. Après que je l'ai vraiment un petit peu, je lui ai un peu forcé la main. Il marchait bien en cross à cet âge-là. Quand on est un peu sportif, on est vite devant. Et du coup, c'est vrai que voilà, sur certaines compétitions, je partais ou il partait en premier parce que les jeunes couraient avant. Et puis après, il me refilait les pointes. Bon, ça n'a pas duré non plus. Voilà, une fois qu'on a compris que on allait reprendre une licence chaque année, on s'est débrouillé quoi. Puis après il a chaussé du 46 aussi, donc c'était plus bon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est lui qui te fournit en chaussures? Est-ce que tu cours avec des Saucony? Je cours avec des Saucony, oui. Je peux pas dire qu'il me fournit complètement, mais voilà, si dès qu'il a une paire qui traîne et qui me convient, il me l'a fait parvenir. Donc c'est intéressant pour moi. D'autant que j'avais déjà couru, je me rappelle les 2-3 marathons de Paris où j'avais pas trop mal marché en Saucony à l'époque. Donc c'était une marque qui me convenait bien, hein, et là je suis vraiment vraiment content de ces chaussures. Après, bon, si j'ai besoin, je peux avoir un tarif préférentiel, mais à l'heure actuelle, il y a tellement de internet ou tellement de soldes qu'on y arrive toujours. Mais oui, ouais, c'est un petit coup de pouce qui est pas négligeable. Ouais. Alors, comme la plupart des personnes qui débutent en course à pied, est-ce que dans ta jeunesse, toi, tu as pratiqué d'abord l'école de la piste pour ensuite basculer sur le trail et le marathon, ou est-ce que tu as rapidement eu envie de grands espaces et d'aller sur le bitume? Comment tu as évolué dans ta pratique? Alors j'ai commencé tardivement, donc en fait j'étais recruté. Moi je faisais comme beaucoup de gamins du foot. J'ai fait un peu de tennis. On marchait en montagne. De temps en temps, ça me prenait d'aller faire des footings. Je me rappelle m'être inscrit au semi-marathon de Nice quand j'avais 15 ou 16 ans, je crois, puisqu'avant ça. Et bon, pour voir ce que ça faisait, mais sans être licencié, hein. Et je crois que c'est après les JO de Barcelone. Je suis, euh, je suis allé au stade où j'avais déjà retourné vers le club pour lequel j'avais couru en junior déjà. Et puis là, je suis tombé sur un entraîneur au club Bussière qui était vraiment passionné. Alors lui de route, hein, mais disons que lui, son mentor, on va dire, en termes d'entraîneur, c'était Arthur Lidiard. Donc, je ne sais pas si ça parle aux plus jeunes, mais Arthur Lidiard, c'est l'entraîneur de Peter Snell, une 44 au 800 sur herbe, voilà. Et puis, de 23 au marathon aussi, c'est-à-dire que c'était un entraîneur qui imposait 100 miles par semaine à ses coureurs, même pour des gars qui faisaient du demi-fond court. Donc, c'était un peu sa façon de voir les choses. Et donc, moi, j'ai suivi. Clairement, au départ, j'avais plus de disposition pour des distances assez courtes. J'étais assez performant sur le 800 mètres. Même sur le 400 mètres, je m'en sortais pas mal. C'était un peu plus compliqué après. Mais par goût, par contre, voilà, j'aimais courir. J'aimais pas faire des sauts de barrière, des montées d'escalier ou des trucs comme ça. Donc assez rapidement, en fait, j'ai basculé sur un type d'entraînement qui me permettait d'être performant sur plus long. Euh, j'ai beaucoup aimé le cross, même si je pense pas que c'était ma discipline de prédilection, hein. Suivant les parcours, j'étais plus ou moins à l'aise. La piste, en tout cas sur 5000, j'étais vraiment pas à l'aise. Ça me convenait pas du tout. Je pouvais aller beaucoup plus vite sur un 1000 route à l'occasion d'un 10 km que sur un 5000 pistes. Voilà, ça. Et donc, en fait, j'aimais bien courir tout ce qui était périphérique, ça me fatiguait un peu. Donc, par, euh, par goût, hein, je suis passé sur le marathon. Voilà, donc il faut, malgré tout, s'il n'y a pas le plaisir, enfin, à notre niveau, hein, intermédiaire, on va dire, c'est un bon petit niveau, mais sans être suffisant pour finalement faire une vraie carrière. Tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on vraiment on a envie de le faire et que ça nous plaît. Donc, je ne me voyais pas aller tourner au stade. Moi, ce qui m'intéressait après, c'était aller d'un point à un autre, faire des longues sessions vite, mais un petit peu pas en nature si possible. Mais ça, on n'a pas toujours l'occasion, hein, quand on habite en ville. Hein, mais ouais, ça rejoignait aussi ce qu'on avait fait avant en montagne. Hein.
Donc j'ai pas connu jeune l'aspect athlétisme en fait. Voilà, donc j'ai couru pas mal de 800-1500, mais avec un entraînement en fait de coureur de fond déjà. Alors, à quel âge tu as réalisé ton premier marathon? Alors le premier marathon, j'avais 29 ans si je me souviens bien, c'était à Barcelone. Je crois que c'était en 2000, ouais voilà, c'était en 2000, ou alors non, 2000, j'avais tendance, c'était pas en 2000, ça devait être en 99. Alors, je me souviens bien que j'avais 29 ans, alors j'ai cet âge en tête. C'était un peu, donc voilà, on était allé à Barcelone parce que bah, chaque année il y avait une bande de vétérans du club qui allait à Barcelone et moi c'était pas rare que je rentre d'Antibes jusque chez moi en courant, donc des sorties de 25 bornes, j'en faisais déjà, hein, c'était pas, donc je me suis lancé. Et la course m'a plu dans le sens où c'est pas uniforme au niveau sensation. C'est-à-dire il y a des moments on se sent très bien, il y a une partie de gestion, il y a des moments où c'est dur, mais ça peut revenir et il n'y a pas cette pression du départ où on se dit que il faut se placer comme sur la piste. Par exemple, sur la piste, si on passe au premier 500 mètres et qu'on n'est pas dans les temps, la course elle est presque foutue. Alors que sur le marathon, il y a ces premiers 5 kilomètres qui permettent de s'écouter un peu son corps, voir comment on se trouve. Disons qu'on souffre pas réellement. Je le prends comme ça. Moi, jusqu'au semi, il faut quand même pas trop souffrir. Et après, ça commence. Voilà, ça commence, mais on est déjà lancé, on est déjà dans l'effort. Et moi, j'aime bien ça après cette deuxième partie où on voit jusqu'où ça tient. On essaye un peu, voir si on peut accélérer, si ce qui reste. Et disons que c'est plus une course contre soi que vraiment contre un adversaire, même si le fait d'avoir un petit groupe qui donne un peu l'allure, c'est pas inintéressant, hein, mais au bout du compte, on a une performance, on va dire raisonnable en tête, et puis on en a une un peu moins raisonnable. Voilà, on part en essayant de viser celle qui est moins raisonnable, et puis on voit ce que ça donne. Et à l'issue de ce premier marathon, quel était le chrono affiché? Est-ce que tu étais déjà parti sur des objectifs qui sont les tiens encore aujourd'hui, hein? On va voir que c'est quand même des très très jolis chronos qui t'ont conduit au titre de champion de France quand même, donc c'est pas rien. Est-ce qu'il y avait déjà un chrono à Barcelone? J'ai couru en 2h31, c'était le premier. Euh, alors la première année, ça s'est pas trop mal passé. Malgré tout, avec un premier semi, j'avais été assez raisonnable. J'étais pas passé sur, comme je pense que j'aurais pu le faire, sur des bases de 2h20, c'est-à-dire en passant en 1h10, parce que à l'époque, je pense que je pouvais raisonnablement courir un semi en 1h10 sans être trop mal. Mais je crois que j'étais passé entre 1h12 et 1h13 et une deuxième moitié qui avait quand même été un peu plus délicate. Mais avec le recul, bon, enfin, je me souviens qu'on y était allé la veille, on avait mangé chez la grand-mère. Enfin bon, c'était pas une approche qui était très très professionnelle non plus. Notamment dans la semaine d'affûtage, comme on dit, hein, c'est-à-dire ou même la dizaine de jours avant le marathon. Moi, j'avais l'habitude aller jusqu'à 3 jours avant la course, j'y allais, quoi. Et en fait, ça suffit pas du tout, mais quelle que soit la distance, hein, je dirais. Mais par contre, sur le marathon, on s'en rend vraiment bien compte, parce que ça pardonne pas. On, L'heure et demie, enfin, est difficile à passer. Et c'est là qu'on voit, voilà, si à 1h30 on flanche pas, c'est que ça paraît bon. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai dû être dans l'allure de 26 peut-être pendant les 2 bons tiers de la course. Et puis après, tout naturellement, bah, ça a un peu fléchi, mais c'était pas l'écroulement non plus. Donc, j'étais pas dégoûté. Ouais, je suis reparti. Et donc après cela, tu as eu envie de poursuivre l'aventure. Aujourd'hui, en 2021, tu affiches combien de marathons au compteur? Euh, je, je, je sais pas exactement. Entre 30 et 35, sûrement, parce que j'en ai couru à quelque chose près de 2 par an pendant jusqu'en 2016. Sauf, ouais, il y a eu une année, voilà, j'en courais au printemps et à l'automne. Il y a eu une année où
j'ai été blessé et j'ai envisagé Rotterdam. J'avais un problème à l'avant du pied, donc j'ai pas couru. Et une autre année où je devais partir à Rotterdam et ma carte d'identité était périmée, je suis resté à l'aéroport. Donc voilà, donc il y a eu 2 années où j'ai pas dû les faire. Et en gros, ça fait plus de 30, c'est sûr. Voilà. Mais je sais pas exactement. Après, il y en a que j'ai couru les derniers, on va dire. Le dernier que j'ai bien couru, c'était à La Rochelle en 2016. J'ai bien couru dans le sens où j'ai fait une préparation et je suis allé avec une préparation, en tout cas où voilà ma seule contrainte, c'était ma volonté, et puis mon emploi du temps professionnel. Après ça, les soucis de ménisque, c'était un peu plus compliqué. J'ai recouru à San Remo, mais bon, voilà, juste pour voir si j'étais capable de le faire. Donc, une bonne trentaine. Et alors, tu en parlais tout à l'heure, je suis repassé une fois au-dessus des 2h30, à peine. C'était sur Niscan, mais il y avait un vent, un Mistral de face, vraiment, voilà, qui fait que c'était injouable, quoi. Voilà, mais j'ai fait 2h30 09 ou un truc comme ça. Enfin, c'était pas si mal non plus. Voilà, ça aurait dû le faire. Au regard des photos, hein, j'ai pas trouvé par contre sur ta fiche ta taille, mais tu as pas le profil, François, d'un marathonien, relativement chétif, relativement petit. Tu es costaud, gaillard, avec sur certaines photos de bons cuisseaux. Est-ce que c'est dans ta particularité de quand même performer malgré ce physique imposant? Bon, alors les photos sont un peu à mon avantage malgré tout. J'ai pas du tout le morphotype. Je pense que peut-être, hein, compte tenu des capacités physiologiques, c'est pour ça que j'étais plutôt bon sur 800 mètres parce que très véloce et assez puissant. Euh, euh, Après, j'ai un cœur très lent, voilà, donc à 30 pulsations au réveil, donc ce qui me permet d'être sans doute très endurant, très endurant. Maintenant, le morphotype, je pense que 2h22, c'est pas non plus un chrono qui est inatteignable si on n'a pas tout à fait le morphotype. J'ai vu des gars qui ressemblaient encore moins à des marathoniens et qui ont fait mieux, quoi. Après, voilà, je ferai 2h08, on pourrait commencer à se dire, c'est curieux avec ce morphotype. Maintenant, il y a des coureurs, voilà, moi je fais 1m78 pour 68 kilos quand je suis à peu près bien affûté. Et il y a des coureurs qui ont un morphotype pas forcément identique, mais je pense à des Mexicains style qui sont plutôt petits trapus, donc relativement légers au bout du compte, mais avec une puissance musculaire qui fait que peut-être au bout de 30 km, on s'écroule pas, c'est-à-dire qu'il y a une force musculaire qui permet d'aller au bout. Donc moi, c'est un petit peu peut-être l'avantage que je peux avoir ou le bénéfice que je tire de ma musculature, on va dire, c'est le fait de pouvoir tenir le choc longtemps. Et après, je suis pas trop lourd non plus, mais c'est vrai que j'ai pas le morphotype. J'aurais peut-être plus à l'aise sur un vélo en fait, mais ça me plaît, donc c'est comme ça. Et est-ce que tu as besoin d'un objectif dans l'entraînement pour vraiment te faire mal et te faire violence pour sortir? Ou est-ce que c'est vraiment le plaisir de courir qui t'anime? Ou est-ce qu'il faut vraiment une compétition derrière pour te donner la niaque? Non, non, non. Je cours quoi qu'il arrive en fait depuis maintenant 30 ans. Donc, euh, quand j'avais pas encore 30 ans et que je voyais Jean Vettel, je m'imaginais plus courir, en tout cas en compétition, puisque moi, ça avait pas de sens de courir en compétition à partir du moment où les performances déclinaient. Euh, et une fois passé 30 ans, je me suis dit, bon, quand même, après 40, j'arrêterai. Puis, et puis là, j'ai compris que j'arrêterai pas. Mais parce que vraiment, voilà, ça me plaît. Euh, Après, j'aime bien avoir un objectif long terme, ce qui me plaît dans le marathon ou dans un gros trail, hein, puisque je fais aussi fait quelques trails. C'est ce temps long dont on dispose pour préparer un objectif où on sent progressivement le corps obéir de mieux en mieux. On
on encaisse la charge de mieux en mieux. Et puis au bout du compte, au bout de 6 mois, c'est une sorte de sanction-récompense, si on veut, c'est-à-dire on a accompli un certain travail pour lequel on a pris beaucoup de plaisir, hein, et puis il y a la compète qui vient valider ou non. Voilà, moi par chance, ça a souvent bien marché. J'ai eu quelques contre-performances, mais vu de l'extérieur, voilà, on se rend pas bien compte qu'entre 2h22 et 2h25, il y a un fossé. Mais voilà, il y a eu des petites contre-performances, mais malgré tout, voilà, il y avait cette satisfaction de se dire bon bah voilà, j'arrive à maintenir quand même un certain niveau, même si des fois la course est difficile dès le 5e kilomètre et on a compris que ça marcherait pas. Puis on y va parce que tout ce qu'on a fait, on pense à tout ce qu'on a fait, ça a été dur, ça a été, mais on peut pas, voilà, on peut pas. Après, on peut pas arrêter non plus. Voilà, quand il y a cette espèce de préparation sur 6 mois, je me dis après, je fais ma course, j'y vais. C'est impossible que je me gare, c'est impossible, sauf si vraiment il y a un gros pépin, mais je peux pas m'arrêter, quoi qu'il arrive. Et sinon, oui. Donc la compétition est nécessaire dans un certain sens parce on va quand même pas chercher aussi loin. Je ferai certainement des séances du 30-30, des séances de train, etc. La différence quand il y a une compétition, c'est que tous les 2-3 jours, on se dit bon là ça fait 2 jours que c'est footing, là faut peut-être y aller. Et donc il y a un rythme qui est un peu plus soutenu. Et au lieu si j'ai pas d'objectif, je vais 1 ou 2 fois par semaine, je vais caser quelque chose d'un peu structuré, une vraie séance. Si j'ai un objectif, j'essaie d'en caser 3, de m'y tenir, de programmer une certaine progressivité. Et voilà, j'ai presque autant de satisfaction des fois quand je fais un gros truc en entraînement, quoi. Surtout maintenant avec les plateformes, les Strava et compagnie, où on peut comparer une séance par rapport à une autre. C'est quand même sympa. C'est une autre source de motivation. Est-ce que, parce que ces préparations longues, donc de 6 mois, est-ce que tu as une motivation qui est, on va dire, identique dans l'ensemble de ton plan d'entraînement? Ou est-ce qu'il y a quand même des moments où ça fluctue un petit peu? Est-ce que tu cales des courses intermédiaires pour te jauger un petit peu? Comment tu organises tes plans, justement? Alors, 6 mois, c'est pas une préparation de 6 mois. C'est-à-dire que, en fait, il faut que 6 mois avant, je sache dans ma tête que je vais faire un marathon dans 6 mois. Voilà, ça oriente un petit peu ce que je vais faire. Et puis voilà, je sais où je vais. Maintenant, sur l'année, mettons, je cours habituellement, bon, Nissan, c'est en novembre. Début novembre, c'était novembre-décembre. Après, je m'impose plus rien. C'est-à-dire, je me lève le matin, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Généralement, de toute façon, je vais bosser en vélo. Et donc, je vais plutôt être à une moyenne de 5 sorties par semaine parce que si le week-end on doit aller randonner, on y va, etc. Donc je prends 2 mois comme ça où je m'impose rien. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des jours où je vais me mettre complètement minable parce que comme ça, je le sens comme ça et que j'ai envie de le faire. Mais en tout cas, il n'y a pas le matin un truc qui est imposé avec. Et après, quand je commence à être à 3 mois de l'objectif, à 4 mois, on va dire, je commence à faire un mois où je rallonge un peu, je mets un peu d'intensité et beaucoup de 30-30. J'avais l'habitude de faire ça. En fait, moi, l'idée, c'était d'avoir une gestuelle qui soit très fluide et le fait de courir des 30-30, c'est une séance qui psychologiquement est pas dure parce que 30 secondes, ça passe toujours. On en fait 20, on en fait 30. Et malgré tout, sur ces efforts-là, moi, l'allure, c'était peut-être du 2,55 au kilo pour un objectif à 3,20. Et ce qui fait qu'après, on se retrouve avec une foulée vraiment facile à une allure marathon. Donc ça, j'en faisais beaucoup. Donc psychologiquement, ça passe bien. Et puis des sorties longues, des sorties alors en nature, des sorties trail en montagne, des sommets en courant. Ça, j'ai toujours fait. Et progressivement, quand on se rapproche de l'objectif, on va dire, généralement, je prenais 12 semaines et je faisais 3 fois 4 semaines. Donc 3 semaines dures, une semaine light, 3 semaines dures, une semaine light, 3 semaines dures, marathon, une semaine light, marathon. Par rapport à ça, si à la fin de ma semaine light, il y avait une compétition à faire, pourquoi pas?
Maintenant, je calais pas une compétition juste pour dire je vais remplacer un entraînement par une compétition. Si j'étais dans une semaine dure où je vais faire 120 bornes et 3 séances, je vois pas l'intérêt d'aller mettre un dossard derrière. Ça, pour moi, ça n'avait pas spécialement de sens. Et j'étais aussi bien aller faire une séance du week-end. Et par contre, ça a été le cas pour Marseille Cassis que j'ai pu faire avant le marathon d'Iscan. Bon, ça tombait pas trop mal. C'est-à-dire, j'arrivais à 3 semaines du marathon, je prenais une semaine cool, je regardais ce que ça donnait à Marseille-Cassis, c'était un bon indicateur, et je repartais. Voilà, mais je faisais plutôt, voilà, je faisais d'abord mon plan, on va dire marathon, et ensuite je regardais si les bons week-ends il y avait quelque chose à faire. S'il y avait pas, ça me troublait pas de pas les faire. Et après, pour ce qui est du marathon printemps, dans tous les cas, je faisais les crosses. Donc, j'avais pas besoin d'autre chose. J'essayais de courir jusqu'aux régionaux et éventuellement les France. Mais voilà, avec 3 crosses, que je prenais. Alors là, pour le coup, j'essayais d'être frais aux inters. Et puis avant, je prenais comme ça venait. Voilà. En fait, je décalais pas ma prépa parce que il y avait un cross ou parce que voilà. Je pense que ce qui est important, c'est que surtout quand on n'est pas professionnel, on a le boulot, etc. C'est de passer par pied. Pour moi, l'objectif c'était de performer sur marathon. Donc mes séances, cross ou pas cross, mes séances, elles allaient dans ce sens-là. Et pas tout d'un coup parce qu'il y a un cross dans 3 semaines, faire des 300, des 300 en 45 sur la piste parce que ça va faire du non. Ça c'est, enfin pour moi, à mon sens, ça sert à rien. C'est où on fait un gros cycle et on travaille sa vitesse et on prend effectivement 2 mois et puis on voit ce que ça donne. Mais mélanger et puis passer d'une prépa à une autre ou bricoler, ça me plaisait pas. Du coup, c'est dans ce sens-là que voilà, j'aimais bien avoir mon marathon à 6 mois et puis comme ça, je savais ce que j'allais faire dans les 6 mois à venir. Et tes phases d'entraînement, donc elles sont structurées, tu disais 4 semaines, après 3 semaines, après 3 semaines avec ces phases un peu light. Il y a quoi dans ces phases d'entraînement? C'est de l'endurance, un peu de vitesse, un peu des deux? Euh, alors j'essayais de caser, on va dire, de travailler 3 fois et après je disais je courais 6 fois par semaine, on va dire. Enfin, je faisais 6 sorties. Il y en avait en partie qui étaient en vélo, un peu moins maintenant, mais à l'époque, dans les débuts d'année, je faisais vraiment beaucoup de vélo. Mais j'essayais de caser une séance entre guillemets de VMA courte. Donc sur les 12 semaines, je commençais par faire des 300 pour finir quand même par plutôt des 500 ou des 600. Donc j'augmentais progressivement le volume. C'est-à-dire je partais sur les premières semaines, j'avais 3 séances dont le volume était de 6 km environ. Donc c'était voilà, des 300, total 6 km. Après je faisais des 1500 ou des 1000. Total 6 km, et puis après une séance de train soutenu où je courais à peu près la même distance, c'est-à-dire je faisais un footing de 20 bornes, et puis les 6 ou 7 derniers, j'étais dans l'allure, quoi. Donc ça, c'était les 300. Et progressivement, en fin de préparation, je faisais des séances similaires avec un volume qui était plus proche des 10 km, en fait, pour chacune des 3 séances, mais voilà, ça pouvait faire 20 fois 500, ça pouvait faire après, alors plutôt que faire des 1000 au début, j'étais plutôt sur des 1000 et puis après quand la forme et puis la condition le permettaient, j'allais plutôt sur des 2000 et je finissais par 5 fois 2000, rarement plus finalement. Et pour la dernière, c'était une grosse sortie de 25 progressif avec voilà les 10 derniers où on passait de 3,25 à 3,15 au kilo si possible. Voilà. Mais ça, encore, ça dépendait des jours, mais j'essayais de caser ces 3 voilà, dans la semaine. Après, en dehors de ça, bah, c'était des footings, euh, pas de récup, hein, enfin de récup au début, de récup à la fin, mais dans le dur, je faisais aussi des footings qui étaient pas au-dessus de 4 minutes au kilo, quoi. C'était voilà, c'était quand même c'était du travail, c'est de l'endurance, mais pas de l'endurance fondamentale, pas trop. Sauf quand je partais en trail, ça c'était peut-être le gros bénéfice de ces sorties-là, c'est qu'on part sur 4 heures et bon là, on y va 30 quoi. Au moment, à aucun moment
Et l'endurance. Enfin, après, ces séances, par exemple, il y avait une séance type qui me permettait de voir où j'en étais. C'était environ 30 kilomètres. Voilà, et je partais, voilà, je faisais les 15 premiers à 3,40 et puis après je revenais à 3,20 si possible. Ça, c'est ou les séances de demi. Souvent, voilà, l'échauffement, c'était 10 kilomètres et puis après je faisais ma séance. Et 10 kilomètres, je faisais quand même un 10 kilomètres en 40 minutes. Voilà, je faisais pas 10 kilomètres en 50 minutes ou à 5 minutes au kilomètre. Non, je faisais quand même 10 kilomètres parce que enfin, pour moi, l'idée, surtout que j'ai quand même beaucoup couru en étant vieux. Donc, je savais bien que le 30-30, ça me permettait de garder ma base de vitesse. Et après, ce que je pouvais améliorer le plus, sans doute, c'est l'économie de geste. C'est en fait le fait de courir assez vite, assez souvent. Euh, on finit par avoir une gestuelle très économique et je pense que ce qui m'a permis de faire les mêmes perfs à 45 qu'à 35, c'est ça. À 35, je faisais de toute façon à 60%, je faisais du VTT. Et donc, je courais peut-être 60, 70 et je faisais 250 de VTT. Donc, ça passait parce que j'avais fait beaucoup de parce que quand je courais vite justement, je pense. Et donc après, quand j'ai eu ma fille et que finalement j'ai eu moins de temps à consacrer au sport parce que j'ai aussi mon poste, j'ai une vie de famille. Et je suis redevenu plus coureur, donc c'est pas que j'ai pas progressé, mais entre guillemets, c'est ce qui m'a permis de 35 à 45 ans de garder les mêmes chronos. Mais en fait, j'étais sans doute plus fort à 35 ans, on va dire physiologiquement au niveau des capacités, j'étais sans doute meilleur à 35 ans, plus complet. Mais après, j'étais vraiment coureur et même si ma VO2 max ou je sais pas, mes paramètres avaient sans doute baissé, ma vitesse pure, j'étais plus capable de faire un 1000 en moins de 2,30. Hein. Peut-être à fond, j'étais en 2,45, j'en sais rien. Mais cette gestuelle économique et puis cette endurance, cette capacité à, à économiser le glycogène, c'est ce qui m'a sans doute permis de maintenir le niveau des chronos, quoi. Alors toi qui es amateur de vin, m'a-t-on dit, tu validerais le fait qu'on se bonifie avec l'âge, donc. Les perfs ne baissent pas tant que ça, malgré que les années défilent. Alors j'ai toujours beaucoup lu et j'ai lu un article là-dessus qui indiquait qu'en fait le tout sport et vie, enfin une étude sur pas spécialement des coureurs, hein, mais que en fait on, on montait en capacité jusque vers 25. En gros entre 18 et 25 on montait à partir du moment où on était développé adulte et qu'après on descendait, mais qu'on mettait plus de 25 ans à redescendre au niveau qu'on avait à 18 ans en fait. Donc on monte très haut en 5, 6, 7 ans et puis après on descend tout doucement. Encore faut-il qu'il reste l'envie. Après c'est un petit peu faussé aussi dans le sens où par rapport à un athlète de haut niveau qui a tout donné quand il avait entre 25 et 35 ans, il y a plus de marge. Après, le gars qui court 170 bornes à raison de 14 séances par semaine, il peut rien rajouter à 40 ans. Moi, paradoxalement, quand j'ai eu passé 35 ans, j'ai eu une vie professionnelle plus confortable et puis une famille, qui qui m'ont permis, puis je me suis consacré plus exclusivement à la course à pied, ce qui m'a permis de compter le niveau de performance. Après, faut pas se leurrer, ça a diminué, mais ça va très doucement. J'ai l'exemple d'un gars qui est ici et je me disais c'est hallucinant parce que là il a 10 ans de plus que moi et bon, ça fait un moment qu'on suit. Il avait perdu entre 40 et 50, il avait perdu peut-être une petite minute sur 10 kilomètres. Donc passé de 31 dans 31,40 à 32,40 quoi. Et donc ça c'est carrément motivant, je pense. Après sur marathon, c'est peut-être encore moins sensible parce qu'il y a d'autres paramètres. Je pense sur un 10 km, c'est vraiment la capacité, on va dire la cylindrée, la VO2 max, peut-être à l'état pur. Sur marathon, il y a vraiment d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Il y a déjà la connaissance de soi. On peut toujours améliorer un peu sa préparation, l'endurance qui augmente finalement de manière quasi infinie.
la gestuelle, comme je disais tout à l'heure, euh, peut-être des petites corrections dans la gestion de l'alimentation en course, un mental aussi peut-être qui s'adapte aussi à ces efforts de longue durée. Donc il y a vraiment je parle pas des pros, hein, des gars qui ont couru en 2h10 mais pour des coureurs qui ont un bon niveau régional, petit niveau national, on va dire, il y a de quoi se régaler jusqu'à assez tard, quoi. Après, voilà, faut que la mécanique tienne. Donc, de ce côté-là, je regrette pas d'avoir fait beaucoup de vélo parce que sinon, mes ménisques, ils m'auraient joué des tours bien avant, quoi. Alors sur l'alimentation, François, est-ce que tu es rigoureux ou est-ce que tu as tendance peut-être à dériver un petit peu sur les bons produits régionaux de ta région niçoise? Alors, les bons produits régionaux de la région niçoise sont sains. C'est beaucoup de légumes malgré tout, hein, et non, je suis, je suis loin d'être intégriste. Voilà. Je considère que je fais 3 repas par jour, donc 21 repas par semaine, donc je peux m'autoriser de bons repas bien sympas dans la semaine quand même sur les 21. Mais après, on a eu mes frères et moi une éducation alimentaire qui était saine. Genre, mes parents, ils allaient faire le marché, on mangeait des fruits et des légumes, on mangeait pas de produits préparés, on a toujours cuisiné. Et donc après, ça nous vient naturellement. Bon, en plus, dès qu'on s'intéresse un petit peu à son corps et qu'on essaie d'en tirer le meilleur, si possible, et qu'on y fait un peu attention, on peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Maintenant, voilà, il y a des choses, moi, si on me dit, ton petit devin du week-end, il faut t'en passer pour passer sous les devins, bah, je dirais tant pis, je passerai pas sous les devins, c'est pas un problème. Maintenant, si j'étais à un niveau de performance où ça aurait pu changer ma vie, c'est-à-dire une sélection olympique ou un truc comme ça, bien sûr que je l'aurais fait. Bon, ça, j'ai vite compris que c'était pas le cas. On fait 2, 3 ans d'athlétisme où on donne tout, parce que moi, c'était une façon de faire, hein, je rechignais pas. Et puis, on voit quand même tout de suite qu'il y a des gars qui font bien mieux ce qu'on a fait nous en 3 ans, qui arrivent à le faire en 3 mois, quoi. J'ai vu débarquer des gars et ça, c'est impressionnant. Donc, à partir de là, moi, voilà, je vais pas tout sacrifier. Maintenant, j'ai toujours eu l'habitude de manger sainement, j'ai pas changé grand-chose. Et voilà, il faut qu'il reste du plaisir, comme l'entraînement est un plaisir. Hein, ça doit pas être un sacerdoce non plus. À mon niveau, hein, voilà. Après, j'estime qu'un athlète professionnel qui gagne sa vie, après, il faut faire un choix, quoi. On veut ou on veut pas, hein. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui vont peut-être parcourir les 42 km 195 du marathon de Paris dans les jours à venir, tant sur l'alimentation que sur cette phase d'affûtage, ces dernières séances? Tu parlais de mental également tout à l'heure. Sur ces différents aspects, comment tu le vis et quel conseil tu pourrais leur transmettre pour arriver, on va dire, dans de bonnes conditions, sachant que le gros du travail a été fait dans les semaines et les mois précédents? Alors la Cime Marathon de Paris, c'est quoi? C'est dans 15 jours, c'est ça? C'est ça, voilà. Ça approche. Ouais, bon, dans 15 jours, il faut aller jusqu'à mercredi. Bon, alors, il y a différents profils, on va dire. Il y a différents profils. Je pense qu'un coureur qui court 3, 4 fois par semaine, il n'aura pas forcément accumulé une fatigue telle qu'il ait besoin de 15 jours de repos. Faut pas pousser. Jusqu'à la fin de la semaine, on va dire, il peut se faire violence encore mercredi. On va faire une petite sortie longue pépère, aller plutôt en début de week-end, longue, faire passer l'heure et demie, bien éliminer le glycogène et puis éventuellement après faire un petit régime dissocié. Bon, là encore, je l'ai jamais fait de manière vraiment radicale, mais disons que j'ai toujours fait les 2, 3 premiers jours de la semaine avec sans pâte ni riz, c'est-à-dire bon, poisson, légumes, euh, et fruits aussi, hein, et mais sans être vraiment radical sur les glucides, voilà, mais simplement pas mettre les sucres lents, voilà.
simplement ça. Et après, à partir du jeudi, je repars là-dessus sur la dernière période. Et là, la dernière semaine, je dirais que les gars qui courent 4 fois par semaine, eh ben, il faut y aller 2 fois maxi. On fait 2 fois 10 kilomètres avec quelques lignes droites et puis terminé, quoi. Et pour ceux moi qui étais à, on va dire, euh, comptant le vélo autour de 120 par semaine ou équivalent, la dernière semaine, je faisais lundi, 2 jours off, le mardi, le vendredi. Le lundi, je me contentais d'une douzaine. Le mercredi, je faisais un footing lent, un peu long, voilà, qui pouvait aller jusqu'à entre 15 et 20, mais sans forcer. Après, c'est que des footings qui ressemblent à de l'échauffement, en fait. Hein. Peut-être 2 fois, encore une fois, 10 kilomètres le jeudi, 10-12. Les 5 kilomètres ou 7 kilomètres traditionnels le samedi pour le décrassage, aller chercher le dossard et terminer. Voilà, parce que le travail, il est fait. Après, voilà, pour ajuster, ça dépend de la préparation. Si on sent qu'on a tout donné, disons que le conseil que tout le monde donne et que personne n'applique, hein, parce qu'on a du mal, c'est il vaut mieux pas faire la séance de trop. Voilà, vaut mieux qu'il y ait une séance de moins qu'il y ait une séance en trop. Donc ça, j'ai eu l'occasion, alors c'était en 2008, euh, j'ai fait à 15 jours du marathon de Nice un petit salto en VTT. Je suis tombé sur le dos et là, je me fais mal. Donc je termine ma semaine, mais avec un mal de chien. Et bon, dans ma tête, je pouvais pas courir. Hein, et je vais voir donc je fais ma dernière séance du dimanche. Après, j'arrive péniblement à faire 10 km en début de semaine. Et je vais voir l'ostéo qui me fait, etc. Et il me dit, ben, plus rien. Donc là, je suis allé jusqu'au week-end. J'ai dû refaire 20 kilomètres en vélo le jeudi. Et j'ai fait, sans doute ma meilleure perte. J'ai couru en 2,22 ce jour-là. Et la douleur qui s'est estompée au fur et à mesure sur les 10 premiers kilomètres. Et puis après, donc j'avais pas couru la dernière semaine. Je n'aurais jamais fait ça si j'avais pas eu cette peur. J'aurais casé 10 kilomètres ou 20 kilomètres de plus, un petit footing chaque jour pour se rassurer, etc. Et ça, c'est pas à faire. Voilà. Et au niveau de l'alimentation, alors, si on veut éviter tous les, alors, je sais pas sans sans vouloir offenser qui que ce soit, je sais pas si au-delà de 3 heures ça a la même importance. Moi, je sais que je éliminais les fibres, toutes fibres à partir du jeudi soir. Donc il y avait plus un fruit, plus un légume, plus parce que j'ai eu 2 mauvaises expériences où là j'ai dû m'arrêter 5 fois sur le parcours et j'ai fini quand même, mais c'était dommage déjà et puis assez douloureux. Donc voilà, plus pâte, pâte à l'œuf, pâte avec un œuf et terminé quoi. Riz, puis on alterne. Donc c'est pas folichon, mais après bon voilà, hein, il y a la récompense le dimanche, donc il faut tenir voilà, vraiment les 2-3 derniers jours, voilà, jeudi, vendredi, samedi, zéro fibre, voilà, pour éviter. Et puis ça, voilà, chaque fois que j'ai fait ça et que j'ai respecté ça, j'ai eu aucun souci gastrique, digestif ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça serait mon petit conseil. Alors, on m'a dit que sur le marathon de Reims, tu avais vécu une petite mésaventure. Alors là, je pense qu'il faudra dire aux auditeurs d'être attentifs au moment du départ. Il semblerait, alors je dis bien il semblerait, hein, de sources sûres et fiables, que tu étais en train de refaire tes lacets et le starter est parti et tu as dû faire 300 mètres en sens inverse pour aller passer ta puce sur le sas de départ. Donc, être attentif au niveau du coup de pétard, c'est quand même important. Ouais, alors c'est pas le souvenir que j'avais du marathon de Reims, mais ça me dit quelque chose. Mais c'est pas ce qui m'a c'est qu'en fait ce marathon-là, j'ai été mal à partir du 5e kilomètre. Et en 5e kilomètre, moi, voilà, aucune sensation. Alors peut-être ce départ, j'en sais rien, mais j'ai pas un souvenir très clair de ce départ, mais je devais être déjà sur une autre planète, mais c'est pas impossible. Hein. Il y a eu d'autres départs qui ont été plus gênants dans mon souvenir. Mais voilà, Reims, je me souviens de ça. C'est un des marathons où j'ai souffert.
de manière assez inexpliquée. Je me sentais bien, j'avais tout fait. Bon, je terminais en 2h26, mais c'est pas ce que j'espérais. Et surtout, avec l'envie d'abandonner tous les 5, je me disais, j'en fais encore 5. Bon, et puis au bout du compte, je crois que il y avait les deux frères sur le parcours. Devant, au départ, j'étais autour de la 20e place. Et puis après, mon Benoît qui m'encourage vers le 25e. Il y avait des lièvres qui avaient abandonné. Il me dit, t'es 14, tu rentres dans les primes, tiens le coup, etc. Et bon, bah voilà, ça a un petit peu motivé, hein, puisqu'au bout, il y avait quand même, c'est vrai, de jolies primes, même pour des places qui étaient anecdotiques, enfin, on va dire. Ce qui se voit pas partout. Donc, voilà, il y a certains marathons comme ça où, si le chrono est pas là, on se raccroche. Voilà, j'étais pas. Bon, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, hein, j'avais pris le week-end, je monte à Paris, je fais le trajet, je fais ci, je fais là. Ça fait 2 mois puis 3 mois que je suis dessus. Ouais, soit j'avais un claquage, soit je continuais en fait. Hein. Donc, mais voilà, psychologiquement très dur. Et sinon, au départ, ouais, je me souviens d'un marathon où c'était à Padova, à Padoue, où bon, prise d'otard. Je parlais pas la langue et tout ça et puis du coup j'avais pas un dossard élite et donc je suis parti dans le sas des etc là. Bon voilà ça donc ça c'était c'était un petite aventure, ça je m'en souviens plus par contre d'avoir dû donner des coups de coude pour remonter. J'étais dans un bon jour en plus donc ça m'a un peu mais bon voilà ça arrive. Alors pour faire le lien, François, entre ton pseudonyme de marathonman, donc roi du macadam, et ta pratique du trail, est-ce que tes meilleurs souvenirs, tu les as vécus donc sur marathon ou sur trail, puisque tu as été lauréat et vainqueur d'une course sur cette magnifique organisation des Templiers? Alors c'est très différent. À l'entraînement, je suis beaucoup en nature parce que le plaisir de courir est bien plus important pour moi en nature. Maintenant, la satisfaction à l'arrivée n'est pas la même. C'est-à-dire que euh, j'ai eu de super sensations. Je me souviens au Stade des Templiers où j'ai l'impression de courir sans forcer. Mais en même temps, c'est pas du tout la même façon de prendre une course qu'un marathon où on regarde la montre et que si on se sent facile et que on est à 5 secondes de plus au kilo que l'allure souhaitée, bah, il faut accélérer. Et en trail, on n'a pas ça. Si on est bien placé, que finalement la gagne est encore jouable, etc. Pourquoi accélérer c'est plus une course contre d'homme à homme, on va dire, sauf peut-être sur les ultras, mais ça, je sais pas. Et du coup, après l'arrivée, je peux pas mesurer ce que vaut cette performance. Bien sûr, je suis content d'avoir gagné ce trail au Templier, d'avoir gagné ou d'avoir fait ces courses-là, mais sur le marathon, à la fin, il y a quand même le chrono, et là, quand on réussit à faire ce qu'on osait à peine espérer, c'est une récompense qui est énorme. Sans compter que il y a un passage, je me rappelle sur le dernier Nice-Cannes, qui est peut-être mon meilleur souvenir euh, de marathonien en fait. Euh, voilà, il y a eu une partie entre le 20, entre le semi et on va dire le 35 où j'étais sur un nuage. Après, bah, c'est dur, 35, c'est dur quoi qu'il arrive. Donc, mais on est au bout et je savais déjà que c'était bon. Voilà, en fait, pour moi, la grosse satisfaction, c'est d'arriver à faire quelque chose dont on se croyait pas vraiment capable. Voilà. En trail, c'est plus difficile à mesurer. Alors après, il y a aussi des courses où on peut voir bah, qui courait, qui était là, devant qui je suis pas loin d'un tel. Malgré tout, il n'y a pas ce verdict aussi sévère et aussi indiscutable que le chrono. Donc, on va dire la satisfaction. Euh, on- Disons que la sanction, la satisfaction de tout l'effort consenti, elle est pas la même. Après, la satisfaction de courir en nature, elle est bien plus grande. Et dans mes préparations marathon, c'est peut-être aussi ce qui fait que j'ai pas toujours été si rigoureux, c'est que là le jeudi, par exemple, je suis off, bien sûr. Donc quand j'arrive à proximité d'un marathon,
ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je descende sur le bord de mer, sur le macadam, et que je fasse la sortie de 30 bornes. Ouais, souvent, je préfère aller en montagne et faire 40 bornes en trail. Et puis parce que c'est ce que j'ai envie de faire ce jour-là. J'ai un jour à moi, il fait beau, et et je me dis bah c'est pas non plus voilà, je fais pas le feignant, je loupe pas une séance, mais en même temps j'ai trop envie de faire ça. Voilà. Et après, la sortie que je vais faire sur Macadam 30 bornes, c'est vraiment à la fin que je me dis, oh, ah, aujourd'hui ça a bien marché et le chrono, l'allure, elle a été vraiment belle, ça promet, etc. Donc je peux avoir des satisfactions de ce genre-là, mais la grosse satisfaction, c'est quand elle est terminée en fait. Alors que quand je cours en trail, la satisfaction, elle est tout le long du parcours. Donc c'est très différent. Mais voilà, c'est une approche qui est un peu moins compétitive, on va dire. Alors, même si en trail, alors là encore des sources, hein, notamment Franck S et Stéphane G, m'ont dit que tu avais tendance à te perdre. Donc, alors que sur le bitume, bon bah, il s'est fléché tous les kilomètres. Donc, c'est peut-être plus facile pour toi. Euh, ouais, la ligne bleue est plus facile à suivre, c'est sûr. Euh, je répondrai à ces deux lascars qui vont trop lentement pour louper une bifurcation. Mais oui, ça m'est arrivé récemment et effectivement, voilà, c'est un petit peu peut-être une perte d'habitude. C'est pas non plus ce qui m'arrive le plus souvent, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de la course. Hein, c'est même si alors, ça arrive moins souvent quand on n'est pas en tête aussi. Euh, mais bon, sur le trail, il y a de gros écarts. Euh, il y a des endroits aussi, je dirais que plus le trail est confidentiel, entre guillemets, moins les chemins sont évidents. C'est-à-dire il y a des gros trails où finalement, on arrive à une bifurcation, il n'y a pas d'ambiguïté, marquage ou pas, on se doute bien qu'il y a un endroit où il faut aller. Mais bon, oui, ça m'arrive, c'est peut-être, voilà, c'est l'âge. J'ai la vue qui baisse aussi. Voilà. Alors, avec l'arrivée, tu le disais tout à l'heure, hein, des plateformes type Strava, toi, le professeur de mathématiques, est-ce que tu es accro des statistiques, des segments, des records à aller chercher? Est-ce que tu as pris ce virus-là dans ton entraînement et dans tes loisirs? Non, alors il y a des petits jeux entre moi et quelques coureurs que je connais. Après, c'est très rarement, euh, sauf pour jouer, c'est très rarement l'objectif d'une sortie d'aller récupérer un CR quelque part. Ça vient si ça vient. Par contre, ce qui est indéniable, c'est que quand on court seul, c'est-à-dire bon, moi je m'entraîne seul tout le temps parce que dès qu'on a une vie professionnelle, on est tenu à des horaires, on fait ce qui est le plus pratique et voilà. Bon, moi je remercie voilà, ma femme et ma petite hein, qui sont derrière moi, qui voilà, je vais courir quand à peu près quand je veux, c'est pas le souci, mais j'essaie aussi que ça ait le moins d'impact possible sur ma vie de famille. Hein. Donc voilà, je cours seul et cette plateforme, c'est quand même sympa de se rendre compte le soir quand on rentre sa petite activité qu'on n'est pas le seul à s'infliger ce genre de choses après une journée de boulot ou entre midi et deux au lieu d'aller blaguer à la cantine avec les copains. Et donc pour ça, c'est un plus. Deuxième chose, il y a aussi, au début, on s'en rend bien compte, c'est que je marquais avant mes petites sorties sur ce que je faisais sur un petit cahier, quoi. Et on se rend compte que on a tendance à pas compter les pauses, quoi. Quand on dit j'ai couru 1 heure et demie, en temps Strava, c'est peut-être plus souvent 1 h 20, quoi. Et donc là, Strava, il y avait cet aspect-là. Quand je courais, que je préparais mes marathons, je me disais, euh, par rapport à mon statut de marathonien, il faut pas que je fasse une sortie de moins 20 km aujourd'hui. Moins de 20 km sur Strava, ça passera pas. Voilà. Donc, il y avait une petite motivation supplémentaire qui permet de faire le petit plus. Après, le danger, c'est de se laisser emporter et que ce soit la compète tous les jours. Mais ça, voilà, j'arrive quand même bien à m'en détacher. Mais c'est un indicateur, voilà, on, on a des références à certains endroits et qui permettent de voir le niveau de forme en temps réel. Ça, c'est pas inintéressant. Hein. Mais il faut aussi savoir se détacher de ça parce que euh, pour un pro qui fait toujours ses séances dans de bonnes conditions, dans les meilleures conditions, c'est une chose. Mais pour un athlète lambda,
bon, il a sa journée de boulot qui peut être plus difficile et donc on peut pas forcément comparer systématiquement d'une séance à l'autre, même si c'est le même parcours. Faut plutôt voir ça sur 2-3 semaines, dire là globalement il y a un petit mieux ou voilà. Ça permet aussi de pas s'occuper de la montre, parce que c'est vrai que je fais toutes mes séances, donc je vais plus au stade depuis depuis le début, on va dire. Je fais toutes mes séances soit sur route, soit en nature. Et le fait d'avoir des segments, je me dis plus, aujourd'hui je fais des 2000, je visualise mon parcours et je dis telle portion, je la fais, je sais qu'elle fait à peu près 10 minutes, donc je la fais soutenue. De là à là, je récupère, de là à là, je repars. Et après, bon, ça fait un entraînement qui est pas aussi codifié, qui passe mieux. Et je me demande si au bout du compte, c'est pas plus profitant, parce que c'est beaucoup plus varié en fait. Ce qui est, ce qui finit par ne pas être efficace, c'est de répéter à longueur d'année et puis à longueur de saison les 1000 mètres du jeudi, les 300 du mardi. Alors que voilà, moi je m'efforce de pas faire 2 fois de suite la même si possible. Donc si j'ai fait des 1500, la semaine d'après c'est des 2000, après je reviens sur des 1000, après je repars sur des 3000, après de manière à surprendre un peu l'organisme systématiquement, quoi, tant au niveau du parcours choisi que des portions d'effort. Voilà. Donc je pense que ça, il faut y veiller aussi, pour éviter la lassitude. Est-ce que tu as expérimenté, François, les chaussures carbone? Toi, le marathonien, est-ce que en compétition, tu les as déjà portées ou pas du tout? Non, non, non. J'ai une paire là de carbone Saucony. Donc on verra ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai une très bonne chaussure Saucony qui, je pense, apporte déjà pas mal. C'est la Endorphin Speed. Donc c'est pas une plaque de carbone, mais il y a la même mousse. C'est une plaque de nylon, mais qui est là aussi sur les chaussures de trail depuis un petit moment. Et en dehors du fait que de l'aspect purement, on va dire, performance, c'est aussi une chaussure dans laquelle on a un sentiment de sécurité et de confort qui est incroyable. Euh, alors j'ai pu entendre sur certains coureurs qui avaient testé la Nike que à faible allure, par exemple, on se sentait un peu bizarre au niveau stabilité, qu'il y avait donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ça va pas entraîner des blessures, etc. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est une chaussure euh, voilà, qui est juste plus confortable que les autres et sans doute plus performante aussi. Je sais pas ce que ça vaudra. Donc j'essaierai cette carbone à l'occasion quand je repartirai sur des séances de 2000 mètres par exemple pour voir un peu, parce que là c'est significatif. Sur une longue séance tempo, ça dépend tellement des conditions dans lesquelles on y va que voilà, c'est peut-être juste un jour où on est mieux, c'est peut-être voilà. Bon, après il semblerait que ce soit quand même carrément plus efficace, hein, donc c'est à tester, ouais. Alors, par rapport à la carrière de Benoît, qui a terminé donc en ce mois d'août son premier UTMB, est-ce que ça te donne envie d'aller vers cette ultra distance en trail, ou est-ce que tu as envie, sur tes objectifs des saisons à venir, de continuer à performer sur marathon? Alors là, oui, c'est sûr que c'est tentant, mais disons que j'ai eu j'ai eu une première opération de ménisque en 2017, donc après avoir couru à La Rochelle, donc j'avais 45. J'avais fait un chrono qui était encore très bon, c'est un 2,24 avec pas mal de vent, et donc je pense que j'étais pratiquement encore au meilleur de ma forme, donc euh, j- tant que j'étais à ce niveau-là sur le marathon, j'hésitais à faire de l'ultra parce que j'avais clairement l'impression que, bah déjà, j'ai pas forcément le temps, enfin en tout cas de courir un ultra au niveau où je pouvais courir sur marathon. C'est-à-dire que je consacre une dizaine d'heures par semaine en moyenne. Alors, parfois ça va à 12, parfois c'est un peu moins, c'est à 8, mais en gros c'est ça, et je pense pas qu'on puisse faire une grosse perf sur un ultra avec 10 à 12 heures de course à pied par semaine. Par contre, on peut être très performant sur un 45 ou 50 trail ou sur un marathon encore.
bon, maintenant, voilà, ces dernières années où bon, j'aurais sans doute basculé. J'ai eu donc 2 opérations du ménisque à 2 ans d'intervalle. Quand j'ai repris, j'ai eu pendant 2 ans là des contractures mollets puis ischio. Et donc finalement, c'était très morcelé. Covid là-dessus. Et finalement, j'ai mis une fois un dossard pour une course dans RPI. Mais voilà, je courais un peu au jour le jour et je pouvais pas faire de prévision. Et donc dans tous les cas, je me lance pas sur un ultra si je suis physiquement fragile. Donc si là on va dire, je passe l'automne puis tout l'hiver sans gros pépins, que tout va bien, que je fais un ISCAN correct, que j'enchaîne une petite saison de cross, tout en gardant du long, je me lancerai peut-être sur un au moins un 80 bornes, voilà, au moins un 80 bornes. Et pourquoi pas l'ultra, mais sans aller forcément à Chamonix. Il y a l'UTCAM chez nous, qui est une belle course. Voilà, ça serait une façon de découvrir le truc. Et en disant en faisant à partir du du printemps, en se focalisant uniquement là-dessus, voilà, faire tout pour pas blesser surtout. Et puis maintenant, je me dis, voilà, 50 ans bientôt, tant pis pour la vitesse pure. Enfin, voilà, je vais lâcher un peu, forcément. Mais, voilà, et si je sens qu'il y a moyen de faire un chrono, là, par exemple, je me dis, malgré tout, si j'arrive là, après ces 4 ans un peu de galère, à repasser sous les 2h30 à Niscan, j'aurais vraiment une grosse satisfaction, sans doute plus importante que de faire finisher à l'UTMB, je pense. Ouais. Bon bah François, merci pour ces nombreuses anecdotes et les coulisses finalement de cette préparation marathon que tu affectionnes tant. Un petit clin d'œil à Benoît, auprès de qui j'ai été chercher des anecdotes, mais également Stéphane et Franck qui t'ont un peu taquiné. C'était l'objectif de ces anecdotes. Donc un coucou à eux. Et puis moi je te remercie d'avoir accepté l'invitation du podcast. Eh ben, merci pour cette invitation et puis voilà, j'espère que mes conseils pourront servir à certains, que mon envie permettra de prolonger la carrière de beaucoup et voilà que tout le monde prenne autant de plaisir que j'en prends. Voilà, et puis se ménage physiquement aussi parce que il faut essayer de courir le plus longtemps possible, si possible. Allez, voilà. Eh bien, merci François. Pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.